clinique juridique de Saint-Michel et le CCA. Et la formation, en fait, elle est présentée par une équipe de bénévoles de la clinique juridique de Saint-Michel. Moi, je me présente, je suis Maya Cherinez et je suis étudiante en deuxième année au baccalauréat de droit à l'Université de Montréal. Et je suis bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel depuis maintenant 1 an. Puis c'est moi, en fait, qui va présenter la formation aujourd'hui avec mes collègues Samy et Alan, que je vais laisser se présenter. Je vais y aller, je m'appelle Samy, je suis dans la même année en droit à l'Université de Montréal que Maya. Voilà, moi c'est ma première année à la clinique, donc voilà, j'ai hâte de faire cette formation. Je vous laisse Alan. Merci Samy de me céder la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alan et également, je suis étudiant en droit à l'Université de Montréal et je suis ici pour vous partager l'information juridique qu'on a préparée pour vous. Super. Donc, maintenant que vous connaissez un peu l'équipe, je vais juste vous présenter un peu c'est quoi la clinique juridique de Saint-Michel. Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de favoriser l'accessibilité à la justice, donc de rendre plus accessible l'information juridique tant dans le quartier Saint-Michel que dans les autres quartiers de la ville de Montréal. Donc, nos activités se divisent en 2 principales branches. La première branche, c'est la branche qui concerne les consultations juridiques. Et ça consiste en fait à ce que des personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui ont des questions juridiques, peuvent les poser à des étudiants en droit qui vont faire de la recherche juridique justement pour pouvoir répondre à leurs questions dans la mesure du possible. Donc ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est la branche qui concerne les projets spéciaux. Et donc, en fait, les projets spéciaux, ce sont des partenariats entre la clinique juridique et divers organismes communautaires, comme c'est le cas avec le partenariat entre la clinique et le CCA. Et donc, dans ces projets spéciaux-là, on donne des formations, on fait des ateliers qui visent justement à partager de l'information juridique et mieux informer la population puis divers publics cibles de leurs droits. On est basé au 3737 boulevard Crémazie-Est, donc c'est pas très loin du CCA, si jamais vous savez c'est où. Pour ce qui est maintenant des réseaux sociaux, donc je vous invite fortement à nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est sur les 2 plateformes, donc Instagram et Facebook, où on est le plus présent et où justement on communique tant de l'information quant à c'est quand nos activités, c'est en quoi ça consiste, les différents ateliers et tout. Mais également, on communique de l'information juridique sous forme de capsules ou sous forme d'ateliers, sous forme soit de capsules ou de posts. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Donc maintenant, en quoi consiste plus particulièrement le partenariat entre le CCA et la clinique juridique de Saint-Michel? En fait, c'est une série d'ateliers qui portent sur divers sujets juridiques différents. Donc, ça peut être le droit du travail, le droit de l'immigration, le droit de la famille, le droit pénal, et qui s'inscrit dans le cadre plus large du projet Binam. Donc, le projet Binam, comme l'a expliqué tout à l'heure Yemina, c'est un partenariat entre, dans le fond, le CCA et la Ville de Montréal. Donc, la Ville de Montréal subventionne le CCA pour mettre sur pied le projet qui vise à sensibiliser la population sur les risques des conflits parents-enfants. Donc, justement, nous, on bâtit nos ateliers. Donc, quand je dis nous, c'est les bénévoles de la clinique juridique. On base nos ateliers sur ce but-là, dans le fond, de sensibiliser sur le sur le conflit parents-enfants. Donc voilà pour le partenariat. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les ateliers sont pas fabriqués, mais je veux dire mis sur pied par une équipe de bénévoles donc, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est moi, Alan, Samy et 2 autres personnes, donc Fabrice et Laetitia, qui ne pouvaient pas être là malheureusement aujourd'hui, mais qui eux aussi ont contribué à mettre en place ces ateliers-là. Donc, on fait la recherche, on bâtit le PowerPoint et on fait la présentation. Dans le fond, puis notre travail, il est chapeauté par des avocats. Donc, voilà.
Ça, c'est pour ce qui est du partenariat entre la clinique juridique de Saint-Michel et le CCA. Et en fait, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'on est très content d'être là aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, je suis bénévole dans les deux organismes communautaires. Donc, pour moi, de pouvoir faire ce projet-là, c'est vraiment génial. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez en apprendre davantage sur le sujet. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du partenariat entre la clinique et le CCA. Maintenant, je vais juste vous expliquer un peu en quoi consiste le déroulement de la séance, juste pour que vous sachiez un peu comment ça va s'organiser. Premièrement, on va vous présenter quelques statistiques sur les ruptures matrimoniales. Par la suite, on va vous parler des types de ruptures de manière générale. Et nous, dans la formation, on va surtout mettre notre attention sur le divorce et la séparation de corps, pour la simple raison que ce sont les deux types de ruptures matrimoniales qu'on retrouve le plus, autant dans la communauté maghrébine qu'au Québec de manière générale. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez au point 3, j'ai mis le cadre légal du divorce, ensuite le cadre légal de la séparation de corps. On va aborder brièvement la médiation familiale et enfin, on va vous présenter quelques ressources qui sont disponibles pour les couples qui sont en processus de séparation. Donc sans plus tarder, on va se jeter au cœur de la présentation et Alan, je te passe la parole pour les... Oh non, pardon, Samy, je te passe la parole pour les statistiques. Samy, est-ce que tu nous entends? Alan, est-ce que tu peux me dire si on m'entend ou... Oui, absolument. On t'entend super bien. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Samy n'est pas là. Je pense qu'il a un problème technique. Ah, OK. Attendez juste un instant. Désolée pour le petit problème technique. Je pense que tout le monde a des problèmes de connexion. Ouais, c'est ça. Juste un instant, désolée. Bon, je viens de parler à Samy. Donc, il a un petit problème de connexion à la maison. Donc, je pense qu'il ne va pas être là au début, en tout cas, de la présentation. On va essayer de faire sa partie. Donc, moi, je sais que je n'ai pas vraiment fait de recherche sur sa partie, mais on peut quand même essayer de vous la présenter, étant donné que c'est quand même l'introduction. Donc, comme vous voyez, à l'écran, donc, il y a un tableau qui présente l'évolution du taux de divorce au Canada de 1981 à 2008. Donc, comme vous voyez, ça suit une tendance assez statique. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de changement en tant que tel. Il n'y a pas un nombre plus ou moins variant par rapport à 1981. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'évolution du taux de divorce. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution du taux de divorce au Canada, donc au Québec, pardon. Celle-là, c'était au Canada et là, c'est au Québec, de 1969 à 2008. Donc là, comme vous pouvez voir, au contraire, il y a vraiment une tendance qui va vers le haut. Donc, on voit de plus en plus de divorces au Québec. Maintenant, pour ce qui est du nombre de divorces en 2008 au Québec, selon le groupe d'âge, donc comme vous pouvez voir, le groupe d'âge où on retrouve le plus de divorces au Québec, c'est entre 40 et 44 ans. Par la suite, tout proche, on voit les 45-49 ans. Et on voit que chez les couples plus jeunes, il y a moins de divorces. Puis ça, je pense que ça peut s'expliquer assez facilement dans la mesure où les jeunes personnes, ben, c'est rare qu'elles se marient très tôt comme ça. En tout cas, ça devient de plus en plus rare. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de divorces, au contraire, dans la tranche 40-44 ans. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des mariages rompus par un divorce selon l'année du mariage au Québec, encore une fois, vous pouvez voir qu'on voit beaucoup plus de divorces chez les couples qui ont plus de 25 ans.
Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça peut être lié au fait que les jeunes personnes, donc entre 20 et 25 ans, se marient de moins en moins à cet âge-là. Pour ce qui est des couples immigrants, donc c'est quoi les statistiques qu'on peut retrouver plus précisément chez eux? Donc, dans le fond, il n'y a pas de statistiques sur le taux de rupture. Donc, il n'y a pas de statistiques précises. Par contre, il y a plusieurs recherches qui nous donnent certaines tendances et qui suggèrent plutôt un chiffre qui tournerait autour de 20 à 30 des divorces chez les couples immigrants. Donc voilà, ça c'était surtout juste pour vous présenter un aperçu général du nombre de divorces qu'il y a au Québec et au Canada de manière générale. Donc juste pour résumer, on voit qu'au Québec, il y a un taux de divorce qui est beaucoup plus élevé que dans le reste du Canada. Donc, on voit de plus en plus de cas au fur et à mesure que le temps avance. Donc, ça, c'est pour les statistiques. Maintenant, je vais passer la parole à Alan, qui, lui, va vous présenter c'est quoi les principaux types de ruptures matrimoniales. Et aussi, je voulais vous dire, avant de passer la parole à Alan, donc, ça se peut qu'au cours du webinaire, vous allez avoir des questions sur c'est quoi les conséquences sur les enfants, sur la garde des enfants, sur le partage des biens. Par contre, je voulais juste vous dire que nous, durant la formation d'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les types de ruptures matrimoniales. C'est quoi le processus légal qui encadre ces types de ruptures-là? Donc, comment on dépose une demande au tribunal? Dans quelles conditions il faut respecter pour obtenir un divorce, etc. Et puis, la deuxième formation qu'on va faire dans quelques semaines, pardon, ça va plutôt porter justement sur les effets de ces ruptures matrimoniales-là. Donc, voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Alan. Donc, merci beaucoup, Maya. Bonsoir tout le monde. Donc, très heureux d'être parmi vous encore une fois ce soir. Je vais à présent vous présenter les différents types de ruptures matrimoniales. Donc, vous devez savoir qu'il en existe 4. Donc, il y a le divorce, la séparation de fait, la séparation de corps et la dissolution de l'union civile. Donc, mon rôle en partie, ce sera de vous présenter sommairement les 4 types de ruptures matrimoniales, mais on mettra vraiment l'accent plus sur le divorce et la séparation de corps. Comme ma collègue Maya l'a mentionné, ce sont les ruptures qui sont les plus fréquemment utilisées au Québec. Donc, Maya, tu peux changer. Oh, pardon. Oui. Merci. Donc, avant de vous présenter le divorce, c'était vraiment important pour nous de vous présenter le lien matrimonial. Donc, le lien matrimonial, qu'est-ce que c'est? Donc, le lien matrimonial, c'est dans le fond, à partir de l'union de deux personnes, que ce soit en union civile ou par le mariage. Donc, ça veut dire que ce sont des obligations et, comment je pourrais dire, des obligations que chacun des deux membres du couple doivent respecter, mais également, ça fait partie de la nature même de l'union. Donc, c'est super important de les respecter. Donc, concernant le divorce, c'est l'échec au mariage. Donc, c'est vraiment la terminaison finale. Donc, on ferme le livre, comme on dit dans le langage courant. Donc, le divorce, il y a beaucoup d'effets. Donc, le premier effet qui peut arriver, c'est que les deux conjoints ne sont plus reliés légalement. Donc, on va pouvoir vous approfondir ça un petit peu plus en profondeur par la suite. Ensuite, donc, la séparation de fait. Dans le fond, la séparation de fait, qu'est-ce que c'est? Moi, personnellement, j'appelle ça une pause. Donc, ce que ça fait tout simplement, c'est un temps mort qu'on a pendant le conflit. Donc, ça permet au conjoint de revoir un peu la structure du mariage, qu'il reste un peu à l'écart. Donc, c'est la même version que le législateur a, évidemment. Donc, ça veut dire qu'aux yeux du législateur, donc, vous êtes encore mariés ou unis civilement. Donc, la séparation de fait, c'est vraiment un split qu'on met entre les deux, mais les obligations restent pareilles. Donc, en termes d'obligations, il y a les obligations d'assistance et de sécurité, la fidélité, l'obligation de respect et toutes les obligations naturelles, bien entendu, qui font partie d'une union. Il est à mentionner également que la séparation de fait et la séparation de corps
on peut dire qu'elles sont jumelles parce qu'elles se ressemblent beaucoup, mais elles se diffèrent sur quelques points. Donc, la séparation de fait, comme je l'ai dit, c'est un temps mort, donc ça permet aux gens de faire, dans le fond, une remise en question, de revenir sur les faits en litige dans leur séparation, si on veut, mais vous n'êtes pas séparés totalement, contrairement au divorce. Donc, la séparation de corps, c'est le même principe, c'est juste qu'elle, par exemple, elle met fin à la vie commune. Donc, ça veut dire que un des conjoints abandonne la résidence familiale ou tout simplement que les deux, ils ont décidé de ne plus vivre ensemble. Donc, ils veulent également faire un retour sur les points en litige et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le couple. On peut le voir de cette façon. Donc, qu'est-ce que c'est la séparation de corps également? Donc, c'est une étape qui permet, dans le fond, aux conjoints de soit utiliser la loi ou utiliser tout simplement leur discrétion pour mettre fin à leur union. Et cette fin peut se faire par une décision de justice ou, dans le fond, tout simplement après le processus de médiation, on peut aussi avoir une séparation de corps. Donc, ici aussi, à cette étape, les obligations restent pareilles. Donc, ils se doivent le respect, ils se doivent, dans le fond, l'obligation d'assistance et de secours et toutes les obligations que j'ai parlé tantôt. Donc, c'est pas mal ça pour la séparation de corps. L'union civile. Donc, l'union civile, comme je vous disais au début, c'était la deuxième union reconnue par le législateur québécois. Donc, ça veut dire que le Code civil de la province reconnaît ces deux types d'union, donc soit le mariage ou l'union civile. Donc, l'union civile, c'est quoi? Donc, de manière globale, c'est une façon pour les couples de faire une vie commune et aussi avoir tous les effets du mariage qui s'appliquent à eux. Donc, ça veut dire que, encore une fois, donc, les obligations de sécurité, d'assistance, de secours, obligations alimentaires, obligations de respect, obligations de fidélité, tout ça également s'applique à l'union civile. Donc, c'est vraiment une union qui est très reconnue, mais c'est juste qu'elle n'est pas de type religieuse comme le mariage, par exemple. Donc, l'union civile, dans le fond, est peut-être dissoute par une décision de justice ou un acte notarié, ou le fait qu'un des deux conjoints décède, un peu comme le divorce. Parfait. Merci. Et donc, la distinction entre le divorce et la séparation de corps, donc comme je l'ai expliqué, donc le divorce, c'est que ça met fin au mariage. Donc, c'est l'échec total au mariage. On ferme les livres. Donc, les effets que ça a sont bien entendu très négatifs. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait l'opposé de la séparation. Donc, la séparation, c'est que vous êtes toujours mariés, donc que ce soit de fait ou de corps. Donc, vous avez toujours les mêmes obligations, donc les obligations d'assistance, de secours, de fidélité, de respect qui doivent s'appliquer. Et comme c'est indiqué à l'écran, donc vous devez des donations par rapport au contrat de mariage, à moins qu'un jugement, comme je l'expliquais, vienne mettre fin à la séparation ou à ce type d'union précise. Tandis que le divorce, donc, c'est vraiment une décision de justice. Donc, une fois que c'est terminé, donc, c'est vraiment la fin au mariage. Et certains types de donations peuvent être prévus également, comme la pension alimentaire. Et on va pouvoir vous en approfondir ça plus loin. Super, merci Alan de nous avoir présenté dans le fond c'est quoi les types de ruptures matrimoniales, les principaux types de ruptures matrimoniales qu'on retrouve dans le système juridique québécois et canadien. Et puis nous, dans le cadre de cette formation-là, on va surtout se concentrer sur le divorce et sur la séparation de corps, dans la mesure où, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les deux types de ruptures matrimoniales qu'on retrouve le plus dans la communauté maghrébine et dans la communauté québécoise de manière générale. Donc, sans plus tarder, on va explorer le cadre légal du divorce. Donc, OK, c'est quoi le divorce? Donc, je sais que la plupart d'entre vous se disent, OK, on sait c'est quoi le divorce, mais légalement parlant, comment est-ce qu'on peut définir ça? Donc, c'est quoi son cadre légal?
Donc, en fait, le divorce, c'est une dissolution complète du mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien juridique, le lien matrimonial, qui unit les deux époux est totalement dissous. Donc, ils ne se doivent plus les obligations qui sont associées au mariage, c'est-à-dire l'obligation de fidélité, l'obligation de faire vie commune. Donc, tout ça est dissous par le divorce. Et en fait, le divorce peut être obtenu de deux manières. La première manière, c'est qu'il se fait à l'amiable. Ça veut dire que les deux époux vont s'entendre entre eux pour faire une demande au tribunal pour pouvoir divorcer. Mais l'autre possibilité, c'est que les époux, soit les époux ne s'entendent pas, ou alors il y a un des époux qui ne veut pas obtenir le divorce. Donc, il ne veut rien savoir de ça. Il y a juste un des époux qui veut obtenir le divorce. À ce moment-là, cet époux-là, donc oui, il pourra effectivement divorcer et il pourra déposer sa demande au tribunal en respectant certaines conditions que je vais expliquer tout à l'heure. Mais pour le moment, ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il y a deux manières d'avoir le divorce. Et soit c'est à l'amiable, donc les deux conjoints s'entendent, ou alors un seul des conjoints dépose sa demande. Mais dans les deux cas, le divorce ne peut être obtenu que par une déclaration au tribunal. Donc, il faut absolument que le tribunal déclare que les époux sont divorcés pour que ça ait des effets juridiques. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la définition légale du divorce. Ouais. OK, maintenant, c'est quoi les critères pour pouvoir divorcer? Donc, une fois qu'on décide de divorcer, c'est bon qu'un des époux décide de faire sa demande au tribunal. Qu'est-ce qu'il faut prouver? Donc, il y a deux conditions à prouver. Et la première étant soit que les époux sont légalement mariés conformément aux lois du Canada. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont mariés au Canada. Ou alors, s'ils ne sont pas mariés au Canada, ben, au moins que leur mariage soit reconnu par les lois canadiennes. Donc, si, par exemple, un couple est marié en Algérie, ils viennent ici, ils peuvent quand même obtenir un divorce parce que la plupart du temps, le divorce, il y a certaines particularités, mais le mariage en Algérie est reconnu au Canada. Donc ça, c'est pour ce qui est de la première condition. La deuxième condition, c'est l'existence d'au moins un des éléments suivants. Donc, un des trois éléments doit être présent. Soit, premièrement, que les époux vivent séparément depuis au moins 1 an. Donc, avant la demande de divorce au tribunal, il faut que les époux aient vécu séparément au moins 1 an. Ou alors qu'il y ait eu un adultère, donc qu'un des époux ait commis un adultère. Ou alors, troisième élément, qu'il y ait eu une cruauté physique ou mentale dans le couple. Donc, au moins un des éléments, ça se peut qu'il y en ait plus d'un, mais il faut qu'au moins un des éléments soit présent pour pouvoir avoir le divorce. Donc, voilà. Maintenant, qui peut demander le divorce? Est-ce qu'il faut être citoyen canadien pour pouvoir demander le divorce au tribunal? La réponse est non. Par contre, il faut que l'un des époux ou les deux ait vécu dans une province canadienne pendant au moins 1 an avant de demander le divorce. Donc, ce n'est pas, par exemple, un couple qui se marie en Algérie et qui vient ici et puis 5 mois après être venu ici, il demande le divorce. Ben, à ce moment-là, ce ne sera pas possible. Il faudra attendre qu'il y ait au moins 1 an. 1 an dans une province canadienne, qu'ils aient vécu au moins 1 an dans une province canadienne pour pouvoir demander le divorce. Ça, c'est pour le critère de citoyenneté. Ensuite, est-ce qu'il faut l'accord des deux époux? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ça se peut qu'il y ait des situations où un des époux ne veut pas obtenir le divorce, il ne veut rien savoir, ou simplement que les époux ne s'entendent pas. À ce moment-là, un des époux peut faire sa demande au tribunal, mais il faudra qu'il prouve, comme c'est le cas pour les époux qui déposent une demande conjointe, ce conjoint-là qui dépose sa demande devra prouver les deux éléments. Comme je vous ai dit, donc le critère de citoyenneté est également un des trois éléments, un des trois motifs, donc la séparation depuis au moins 1 an, l'adultère ou alors la cruauté physique ou mentale. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut forcément être représenté par un avocat? Non, la réponse est non. Que ce soit pour une demande de divorce ou pour n'importe quelle demande en justice, il faut pas toujours, les personnes peuvent se représenter elles-mêmes. Par contre, il est toujours recommandé de demander à un avocat ses conseils parce que justement, c'est une des seules personnes qui pourra vous conseiller sur quoi faire donc, et également vous informer sur c'est quoi les conséquences juridiques qui peuvent découler de cette séparation-là, que ce soit sur vos enfants, que ce soit sur vos biens, mais également, il va vous informer sur vos droits. Ce qui est très, très important, mais ça reste qu'une personne peut demander le divorce sans être représentée par un avocat. OK.
Ça, c'est une question que j'ai vue souvent. Donc, est-ce que le fait de vivre longtemps séparés entraîne automatiquement le divorce? Alors, la réponse, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est non. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le divorce peut s'obtenir de deux manières. Donc, soit par un accord entre les époux ou alors un des époux qui fait sa demande. Mais dans les deux cas, il faut toujours que le tribunal prononce le divorce parce que sinon, ça n'aura pas d'effet. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, qu'un des conjoints va rester ici au Canada, un autre conjoint va soit aller dans une autre province, soit aller dans un autre pays, puis ils vivent séparés pendant 25 ans. Ils pensent que le fait de vivre séparés, éloignés pendant longtemps, ça fait en sorte qu'ils sont divorcés. La réponse est non. Donc, vraiment, il faut qu'un tribunal déclare qu'ils soient divorcés pour que le lien soit totalement dissous et qu'il n'y ait plus d'obligation qu'ils se doivent les uns les autres. Ensuite, est-ce que le tribunal peut refuser d'accorder le divorce? Oui, il peut le faire et ça peut arriver dans deux circonstances, dans deux situations, disons. La première situation, c'est si l'un des époux ou les époux, pardon, n'ont pas réglé les questions liées aux enfants. Donc ça, c'est l'hypothèse où les deux conjoints veulent ensemble demander un divorce au tribunal. Donc c'est un divorce à l'amiable. Donc si ces conjoints-là, dans leur accord, ils ne s'entendent pas sur les questions qui sont liées aux enfants, donc pension alimentaire, garde des enfants, droit de visite, etc., ben, le tribunal va leur dire, attendez, réglez ça entre vous, donc tout ce qui est question par rapport aux enfants, et ensuite, vous pourrez venir demander le divorce. Donc ça, c'est une des situations où le tribunal peut refuser d'accorder le divorce. La deuxième possibilité, c'est si les époux ne répondent à aucun des trois critères, des trois motifs que je vous ai énumérés tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de vivre séparés pendant au moins 1 an avant de faire la demande, ou alors l'adultère, ou alors la cruauté physique ou mentale. Donc, s'il n'y a pas au moins un de ces motifs-là, le tribunal ne pourra pas accorder le divorce. Et également, il y a des situations où parfois les époux, ils mentent sur la présence d'un de ces éléments-là, alors qu'en fin de compte, il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, le tribunal, en analysant la preuve, s'il se dit, OK, ben, c'est pas vrai que vous avez vécu séparés pendant au moins 1 an, ben, il ne va pas accorder le divorce. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'une fois que le tribunal a prononcé le divorce, est-ce que les époux peuvent se remarier? Donc, la réponse, c'est oui. Par contre, il y a une exigence particulière. Donc, et cette exigence particulière-là, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un délai de 300 jours entre le moment où le tribunal prononce le divorce et le moment où les époux se remarient. Donc, c'est une espèce de période d'adaptation entre le mariage et le divorce et qui fait en sorte, dans le fond, que le lien matrimonial, c'est là qu'il se dissout véritablement. C'est là qu'il y a des effets juridiques liés à ça. Et enfin, c'est durant cette période-là de 300 jours que les époux vont se voir attribuer un certificat de divorce et qui va attester officiellement de la dissolution de leur lien matrimonial. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le cadre légal qui entoure le divorce, qui est le principal type de rupture matrimoniale. Donc maintenant, je vais laisser Samy expliquer le cadre légal de la séparation de corps s'il nous a rejoint. Oui, je suis là. Ok, super. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit problème technique tout à l'heure. Ça arrive. Belle, pas toujours fiable. L'important, c'est que je sois revenu. Donc voilà, je vais vous présenter la séparation de corps, qui est l'autre manière de rompre, à part le divorce, qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est ça, Maya nous l'a bien expliqué aujourd'hui. Le divorce, c'est vraiment l'échec du mariage, c'est la fin du mariage, c'est sans retour. La séparation de corps, comment je le vois personnellement, c'est un peu un entre-deux entre le mariage et le divorce. Ce sera un entre-deux, un compromis, c'est-à-dire. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme on l'a vu, la séparation de corps, les époux restent mariés. Ça, c'est très important parce que le mariage, il y a des obligations qui viennent avec ça, que ce soit le respect, la fidélité. Donc, les époux restent mariés et les obligations restent aussi. Donc, ça, c'est important à savoir. Par contre, la particularité, c'est que ça doit être prononcé par un tribunal déjà. Ce n'est pas le simple fait de ne plus vivre ensemble.
Et les époux ne sont plus, c'est ça, donc n'ont plus l'obligation de vivre ensemble. Et il y a aussi certaines questions concernant la garde des enfants, le partage des biens, etc., qui vont être réglées dans un tel jugement de séparation de corps. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un entre-deux. Voilà, ensuite, la prochaine, voilà. Est-ce que c'est une alternative du divorce? Oui, c'en est une. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un entre-deux. Le divorce, c'est une mesure qu'on prend vraiment à la fin quand on n'y arrive plus. Là, la séparation de corps, c'est une autre alternative un peu moins radicale, si on peut le voir comme ça. Et ça peut être demandé dans plusieurs cas, dans plusieurs situations. Par exemple, si les deux époux vivent des difficultés et ne veulent plus vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent se séparer légalement. Donc, ça n'engage pas autant que le divorce. Quand ils sont incertains, etc., il y a des questions qui ne sont pas réglées. Ça peut être une option. Aussi, il y a des gens, pour des raisons religieuses, qui ne peuvent pas divorcer. Donc, c'est une autre option qui permet d'avoir un genre de divorce qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il y a un partage des biens, un partage de la garde, etc. Et c'est prononcé par un tribunal. Seulement, vous restez marié au sens légal. Sinon, ben, la plupart du temps aussi, juste avant, ouais, merci. La plupart du temps aussi, les gens utilisent ce moyen-là lorsqu'ils ne sont pas en mesure de divorcer parce qu'ils n'ont pas une des conditions, ben, principalement en général, c'est la vie commune, ben, la cessation de vie commune pendant un an. Lorsqu'ils n'ont pas arrêté de vivre ensemble pendant un an, mais veulent quand même se séparer, ben, il y a plusieurs personnes qui optent pour la séparation de corps en attendant. Donc ça, c'est un autre moyen qu'on peut utiliser. Ensuite, voilà. Comment on peut obtenir la séparation de corps? Comme je l'ai dit, ça doit être prononcé par un tribunal. Donc, forcément, il faut faire une demande au tribunal dans tous les cas. Après, ça se peut qu'un des deux conjoints ne soit pas d'accord. Ça se peut que les deux soient d'accord. Ça change pas, ben, ça change quelque chose en soi. Si les deux sont d'accord, il n'y aura pas de problème. Ils n'ont qu'à proposer leur projet au tribunal, à la Cour supérieure, puis le juge va statuer sur la séparation. S'il y a un des deux conjoints, par contre, qui n'est pas d'accord, c'est toujours possible d'obtenir la séparation légale. C'est comme le divorce. Seulement, l'époux qui demande la séparation légale va devoir prouver certaines choses. Il faut déjà il faut qu'une des conditions soit remplie, un peu comme le divorce, c'est juste que les demandes sont plus laxistes, sont moins strictes. Déjà, on ne demande pas un an de séparation. La séparation peut être au moment de la demande. Ou alors, s'il y a un manquement qui est au niveau des obligations des époux, c'est-à-dire par exemple le respect, la fidélité, s'il y a un manquement grave à une de ces obligations, l'autre époux peut aussi demander la séparation. Ou sinon, n'importe quelle situation qui, en général, fait que la vie de couple est difficilement possible, ben, le juge pourra évaluer cette situation et décider que la séparation légale peut être prononcée. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible de mettre fin à la séparation? Oui, c'est possible, évidemment. Comme je vous l'ai dit, les époux restent mariés. Donc, si les époux recommencent à vivre ensemble, forcément, la reprise de cette vie commune va faire comme si la séparation est terminée et le mariage continue. Sinon, l'autre option, dans l'autre sens, si le mariage ne fonctionne toujours pas et que les époux obtiennent un divorce, ben, dans ce cas-là, la dissolution du mariage se produit et la séparation prend fin. Voilà. Ensuite, oui, si deux époux peuvent se remarier lorsqu'ils sont séparés, la réponse est non, comme c'est écrit dans la diapositive. Deux époux séparés légalement ne sont pas divorcés, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, forcément, ils ne peuvent pas se remarier. Il faut attendre le divorce et la période de 300 jours qui est demandée pour pouvoir se remarier.
je crois que c'est tout. Voilà, donc le reste, on va passer à la médiation familiale. Je vais passer la parole à Alan, je crois, qui va commencer par nous parler. Merci, Samy. Donc, je suis de retour pour parler de la médiation familiale. Mais en réalité, qu'est-ce que la médiation familiale? Donc, c'est un mode de résolution des conflits qui permet aux gens de régler leurs différends et c'est aussi un moyen qui est vraiment très, très, très favorisé par la Cour. Ça permet, entre autres, de ne pas tout de suite aller directement au processus judiciaire qui peut être long et hargneux. Et ça permet aussi de remettre plusieurs choses en question, un peu comme dans la séparation de faits. Donc, c'est un temps mort qui permet aux gens de pouvoir négocier certaines caractéristiques qui sont en litige. Donc, il y a deux types de négociations, pas de négociation, pardon, mais de médiation. Il y a la médiation globale ou la médiation partielle. Donc, la médiation globale, donc, elle porte sur tous les éléments qui sont en litige, en conflit. Et la médiation partielle, donc, vous comprendrez que c'est vraiment sur une petite partie par rapport à un élément. Qu'est-ce que la médiation familiale peut engendrer? Donc, la médiation familiale, donc, ça peut engendrer, comme je l'ai dit, donc, une mesure de réparation pour ne pas aller au processus judiciaire, mais il faut que ça soit appliqué par un médiateur qui est impartial, donc qui est soit un avocat ou une personne qui a été donnée l'autorité par le ministère de la Justice. Ça peut être un psychoéducateur, un intervenant social, un psychiatre, donc un psychologue. Ça peut être toutes sortes de professions, mais qui sont accréditées. Puis également, c'est aussi en vigueur en fonction de, dans le fond, le consentement des deux parties. Donc, la partie qui, on peut dire, donc le mari et la femme. Voilà. Donc, c'est ça en partie la médiation familiale. Ensuite, Maya, tu peux changer. Je vais juste rajouter un petit élément par rapport à ça. Donc, dans le fond, la médiation familiale, comme tu l'as dit, Alan, juste comme préciser un petit élément. Donc, le moment où les parents ou, le couple va vouloir recourir à la médiation familiale, c'est s'ils veulent s'entendre sur les conséquences de leur rupture familiale, leur rupture matrimoniale. Donc, s'ils divorcent, donc s'ils décident de divorcer, mais qu'ils veulent s'entendre sans aller devant un tribunal sur la garde des enfants, sur la pension alimentaire, le partage des biens. Ils veulent le faire ensemble, mais tout en étant guidés par une personne impartiale. C'est là qu'ils vont vraiment vouloir recourir à la médiation familiale. Donc, c'est vraiment pour s'entendre sur les conséquences de la rupture. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter. Très bien. Donc, le médiateur, donc, comme l'a précisé ma collègue, puis que je l'ai dit tantôt, donc, il faut que ce soit quelqu'un qui est impartial. Donc, c'est quelqu'un qui va donner, qui va permettre aux gens de discuter. Il ne donnera jamais dans le fond, son avis personnel par rapport à la chose. Donc, il s'agit d'un accompagnateur qui prend place au sein des deux conjoints, qui les guide, qui les informe par rapport au processus et également qui leur permet d'arriver à une conclusion qui sera bénéfique et juste pour les deux et non pas juste pour une partie. Donc, c'est vraiment un expert qui aide vraiment à arriver à une décision qui est positive. Voilà, donc c'est un processus confidentiel dans le sens que tout ce qui sera dit ou évoqué lors de ces séances ne pourra être admis au tribunal ou être dévoilé parce qu'on veut vraiment protéger, dans le fond, la famille et tout ce qui est dit est donc confidentiel à cet égard. Donc, au terme de la médiation, donc on peut le voir sous 2 ans. Donc, s'il y a une entente, donc il va y avoir une entente, comme l'a précisé ma collègue, donc sur la garde, les droits de visite, les séparations, la séparation du patrimoine familial, entre autres, la résidence familiale, les biens. Donc, il va y avoir une entente positive par rapport à cela. Donc, ça peut être de 2 formes. Donc, ça peut être une entente qui va se faire par un jugement, donc qui va venir confirmer leur entente. Et aussi, c'est fait à l'amiable. Donc, ça veut dire que, dans le fond, les parties, ils s'accordent. Donc, la médiation est là pour prouver que oui, ils s'accordent. Et c'est aussi un critère qui permet au juge de prononcer le divorce, comme on l'a vu tantôt.
on peut le voir de cette façon pour le côté positif. Mais le côté négatif, donc ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Donc, ça veut dire que malgré la médiation, malgré la présence du médiateur, du professionnel qui a tenté d'amener la résolution du problème, donc l'élément positif, dans le fond, au problème. Donc, après cette invitation du professionnel, il n'y a toujours pas entente. Donc, ça veut dire qu'on va aller en cours également. Donc, on va entamer le processus judiciaire. Donc, ça va venir confirmer qu'il n'y a vraiment pas d'entente et qu'il n'y a aucune solution à faire. Donc, la seule solution, c'est qu'il y ait un prononcement à la cour. Ou sinon, on peut attendre, bien entendu, qu'on attise les tensions, qu'on apaise, pardon, qu'on attende ce qui peut arriver. Mais si toujours pas d'entente, donc il va falloir passer en cours pour avoir un jugement par rapport à la médiation. Donc, je vais aussi parler de comment trouver un médiateur. Donc, c'est très, très simple. Il suffit, pardonnez-moi, je vais parler plutôt des 5 heures gratuites. 5 premières heures de médiation qui sont gratuites par le gouvernement. Donc, ça leur donne exactement 110 $ de l'heure et c'est établi par la loi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un processus qui est fait par l'État pour protéger la famille et pour amener, dans le fond, à l'intérêt supérieur de la famille, surtout en présence d'enfants. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé les 5 premières heures de médiation gratuites. Et maintenant, pour comment trouver un médiateur, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site du gouvernement du Québec, donc le ministère de la Justice. Et dans la barre de recherche, vous écrivez « médiateur » et on va pouvoir vous trouver un médiateur en fonction de l'endroit où vous résidez et un médiateur qui sera accrédité. Et bien entendu, vous aurez droit aux 5 premières heures gratuites pour pouvoir profiter de ce programme. Donc, parfait. Et quelques statistiques par rapport à cela. Donc, ça a été prouvé que les parents qui ont eu recours à la médiation familiale ont été satisfaits à 81% des cas. 90% ont affirmé vouloir réutiliser ce processus dans l'avenir au besoin si cela se présente. 76% d'entre eux ont affirmé que les frais liés à la médiation sont raisonnables et 67% des usagers de la médiation familiale recommanderaient ce service à leur entourage. Donc, encore une fois, il y a plusieurs dispositions qui sont là pour vous aider donc, en matière de rupture. Et comme je l'ai dit, donc c'est toujours dans l'intérêt supérieur de la famille, l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on veut faire ça. Donc, on veut vraiment trouver la meilleure façon d'amener une façon de résoudre le problème avant d'entamer le processus judiciaire qui peut être long et hargneux. Puis, on veut vraiment protéger les gens par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Samy par rapport aux ressources disponibles pour les couples en processus de séparation. Oui, donc c'est ça. Ben, pour un peu clôturer le tout, on vous offre une petite liste d'organisations ou de centres où vous pouvez avoir de l'aide, que ce soit pour votre divorce ou autre. Il y a une petite liste ici. Donc, nous, à la clinique juridique, on peut offrir, on offre, je crois, tous les mercredis de formation, tous les mercredis soirs. Sinon, il y a plusieurs autres centres de médiation, Centre des femmes de Montréal, etc. Donc, il y a des ressources. Celles-là, c'est celles qu'on recommande parce qu'on les approuve. Mais il y en a des dizaines d'autres. Vous pouvez toujours trouver de l'aide selon votre quartier, selon votre situation. Il y a des aides gratuites. C'est pas toujours payant. Donc, voilà. Nous, on vous offre cette petite liste. Et je pense qu'elle sera mise à disposition quelque chose. Oui. Donc, voilà. Et je voulais juste aussi mettre de l'emphase sur la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, dans le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, là, chaque mercredi soir, de 17h à 20h, on offre des consultations juridiques gratuites. Donc, si vous avez des questions sur, OK, vous n'êtes pas sûr comment faire votre demande pour obtenir le divorce, vous n'êtes pas sûr de c'est quoi les conséquences qui peuvent découler de votre situation. Donc, bon, là, je sais pas moi, vous vous entendez pas avec votre ex-conjoint, puis là, vous voulez avoir la garde des enfants, mais que faire, dans quelles circonstances? Bien, vous pouvez poser vos questions à la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, comme je vous ai dit, il y a des étudiants qui vont faire de la recherche pour pouvoir répondre à votre question à la mesure du possible. Mais évidemment, ils ne peuvent pas donner de conseils juridiques. Ils peuvent seulement donner de l'information générale sur qu'est-ce que le droit dit. Donc, de manière générale, par rapport à la garde des enfants,
l'enfant qu'est-ce que le droit canadien dit. Alors qu'un conseil juridique, c'est plutôt de vous dire, OK, dans votre situation particulière, voici ce que vous devez faire exactement. Donc ça, on ne peut pas le faire parce qu'on est des étudiants en droit, on n'est pas des avocats, pas encore en tout cas. Donc on ne peut pas vraiment se permettre de donner cette information-là. Mais quand même, ça peut vous aider à peut-être mieux connaître votre situation et vous éclairer un peu davantage sur ce qu'il faut faire. Donc voilà. Voilà. Ça conclut un peu notre présentation. Donc, l'aspect théorique, c'était un peu magistral. On n'a pas nécessairement pris de questions. Mais là, c'est la séance de questions si vous en avez. Donc, juste pour refaire un rappel, donc on est des étudiants en droit, donc on peut seulement donner de l'information juridique et non des conseils juridiques. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou prendre simplement la parole. Puis, on va essayer de répondre dans la mesure du possible. Merci l'équipe des jeunes, des futurs avocats. Merci. Merci à vous. Super intéressant, merci. Donc, la parole à l'assistance pour leurs questions. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a le chat, il y a des gens qui écrivent, peut-être, non? Ben, moi, Maya, j'aurais une question. Oui. Dans le fond, si on peut revenir sur la diapo précédente, je voulais juste rajouter quelque chose. Ah, celle-là, tu parles? Oui, par rapport aux ressources. Donc, on a beaucoup parlé des ressources en général, mais sachez qu'il existe aussi des ressources pour les femmes, dont le bouclier d'Athéna et le Centre des femmes de Montréal. Donc, ce sont des ressources spécifiques aussi qui peuvent se rajouter par rapport aux ruptures, au processus de divorce et de séparation. J'ai un certificat en étymologie, donc c'est ce côté-là qui me ramène vers la victime. Donc, oui, ces centres existent également pour les hommes. Donc, il y a des services d'accompagnement qui sont là, qui sont d'ailleurs les plus reconnus. Donc, c'est vraiment ceux qui sont les plus visités à Montréal, qui sont à l'affiche en ce moment dans notre diaporama. Donc, je vais juste apporter cette approche. Donc, s'il y a des problèmes plus connexes par rapport au divorce, donc pas juste par rapport à la garde ou dans le fond, la séparation des biens ou la liquidation du patrimoine, mais il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se rajouter et sachez qu'il y a des centres qui existent et nous sommes là pour vous aider également à régler ces problèmes. Super, merci pour la spécification. Donc, on est ouvert aux questions si vous en avez. Moi, j'ai une question pour vous en attendant que l'assistance écrive leurs questions ou lève la main. Oui. Que pensez-vous par rapport au médiateur? Faudrait-il qu'on ait un médiateur de la communauté ou un médiateur tout court? En fait, je pense que avoir un médiateur de la communauté, ça permettrait peut-être d'avoir cette vision, cette compréhension du couple algérien ou maghrébin, disons, parce que peut-être que lui, il peut voir des choses qu'un médiateur qui n'est pas de la communauté pourrait pas voir nécessairement. Mais je pense que dans tous les cas, le médiateur, son rôle, c'est d'être impartial. Son rôle, c'est de voir objectivement c'est quoi qui serait bien dans l'intérêt de l'enfant. Donc, je pense que ça n'a pas nécessairement rapport avec la communauté en soi. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux dans la mesure où l'impartialité, je pense que c'est plus important que le fait qu'on ait un médiateur de la communauté. À mon avis, hein, donc je ne sais pas c'est quoi. Mais que dit là aussi la littérature? Ça serait intéressant aussi de voir ce que dit la littérature par rapport à... Exemple, moi j'ai travaillé en santé mentale, distance, et j'espère vous revoir prochainement dans d'autres webinaires. Et s'il vous plaît, complétez le questionnaire. Ça ne sera que pour améliorer nos façons de faire, etc. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci bien.